La commune de Fontaine espère faire fuir les dealers en occupant le terrain avec l'aide des bailleurs sociaux et des habitants. Première opération mercredi après-midi près de l'arrêt de tram Maisona. 704 panneaux photovoltaïques sont en cours d'installation sur le toit du Grand Marché des Alpes. Plus gros projet d'énergie citoyenne. Cette centrale solaire à 400 000 € pourra produire 320 kWh. Il rythme votre voyage vers votre prochaine destination. Les panneaux touristiques au bord de l'autoroute des Alpes ont fait peau neuve grâce à Jacques de Loustal qui présente aussi une expo au couvent Sainte-Cécile. On y reviendra avec lui dans quelques minutes. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 15 mai 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Même pas peur, à Fontaine comme ailleurs dans la métropole, plusieurs points de deal sont installés au vu et au su de tous, des lieux devenus ponctuellement théâtre de fusillades ces derniers mois. La ville a décidé d'occuper le terrain devenu celui des dealers en lançant une opération qui doit durer une dizaine de jours. Margot Vachérou. À Fontaine, la mairie lance une opération inédite pour lutter contre le trafic de drogue, l'occupation citoyenne. Malgré un renforcement des moyens policiers ces dernières années, la ville reste le théâtre de règlements de compte. On dénombre 3 fusillades depuis septembre 2024. On a fait énormément de choses, mais force est de constater que ça n'a pas suffi à endiguer les points de deal. Donc on a décidé de faire une action beaucoup plus importante. Il y a un volet sécurité, faire fuir les dealers. Faire fuir les consommateurs, mais également un volet occupation de l'espace public avec les habitants, avec les commerçants, avec les associations de quartier, avec les bailleurs aussi également. On a deux options, soit on joue le jeu, soit on ne le joue pas. Si on ne le joue pas, ça veut dire qu'on n'est pas là et qu'on laisse tout faire. Moi, c'est pas ma conception. Moi, je considère qu'il faut qu'on mène ce combat-là et qu'on dérange le plus possible. L'action est menée par la mairie de Fontaine, la préfecture de l'Isère et les polices municipales et nationales, mais fait aussi appel aux habitants. C'est de dire que nous sommes là, que nous nous réapproprions l'espace et que nous ne laisserons pas s'installer ces trafics, que nous ne laisserons pas non plus ces trafiquants tenter de nous intimider et de ruiner l'existence et le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes ici pour dire que la République est partout chez elle et que nous sommes présents auprès de la population pour assurer sa sécurité. Parmi les Fontainois rencontrés, beaucoup sont motivés à l'idée de s'investir dans cette initiative, tandis que d'autres émettent quelques réserves. Enfin, je crois qu'il faut quand même qu'on essaye et que surtout qu'il y ait une action coordonnée, police nationale, police municipale, bailleurs, habitants, pour faire reculer ce qui est maintenant devenu quand même un fléau. Moi, occuper un lieu jusqu'à 8 h du soir et pendant 10 jours, je ne vois pas en quoi ça change le problème. C'est triste et navrant de voir que des jeunes comme ça puissent sombrer dans ce genre de choses. Mais je ne leur jette absolument pas la pierre. L'opération doit durer une dizaine de jours, mais la mairie n'exclut pas la possibilité de la reconduire. Et parmi les événements à venir, un goûter festif vendredi à partir de 16 h, square Gisèle Halimi, ou encore une braderie organisée par les Petits Frères des Pauvres le 24 mai au Fontainade. Jeudi vers 1 h du matin, des coups de feu ont été signalés dans le quartier Hoche à Grenoble, un autre point de deal important de l'agglo. 2 heures plus tard, le CHU de Grenoble indiquait à la police qu'elle venait d'accueillir un homme blessé par balle, touché à l'abdomen. Ses jours ne sont pas en danger. Il a refusé de donner les circonstances des tirs. Il fallait prendre son mal en patience ce matin si vous étiez en voiture pour rentrer sur Grenoble. D'importants bouchons se sont formés, particulièrement à l'ouest de l'agglo, avec des temps de trajet multipliés parfois par 2. En cause 2 accidents, l'un sur le pont barrage de Veurey-Voroise qui a dû être fermé le temps de l'intervention et l'autre sur l'A480. Pour limiter les gaz à effet de serre, on peut, quand c'est possible, éviter de prendre sa voiture. On peut aussi penser énergie renouvelable. Le Grand Marché des Alpes, anciennement mine de Grenoble, se dote de plusieurs centaines de panneaux solaires sur ce bâtiment classé patrimoine du XXe siècle. Le cahier des charges imposait de rendre l'installation le plus invisible possible depuis la rue. Carla Valade a donc dû prendre un peu de hauteur pour réaliser son reportage. Une nouvelle toiture solaire au Grand Marché des Alpes. D'ici la fin de l'année, 704 panneaux photovoltaïques recouvriront ce toit. Les travaux, soutenus par la métropole et réalisés par la société Énergie Citoyenne, ont débuté en mars et sont toujours en cours.
Ce chantier, c'est le plus gros chantier d'énergie citoyenne puisque ça va représenter un peu plus de 1400 mètres carrés de panneaux solaires, 353 mégawattheures de production d'électricité par an qui seront donc réinjectés dans un premier temps sur le réseau. Ce sera ce qu'on appelle de la revente totale puisqu'il va y avoir une étude en fait à mener a posteriori sur la possibilité d'autoconsommation par le bâtiment et par ses occupants de cette électricité. Mais dans un premier temps, ça va être revendu en totalité et donc consommé par tous les habitants en fait, autour de cette zone. Au total, 1500 mètres carrés de panneaux solaires, capables d'alimenter 400 foyers de 4 personnes en énergie. Énergie citoyenne fait appel à la participation des habitants, des collectivités et des entreprises pour réunir 100 000 € d'ici fin mai. Et le projet de la métropole ne s'arrête pas là. La métropole, elle s'investit sur ces questions d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, et qu'elle met à disposition des habitants une aide pour un montant de 2 000 € pour solariser les toits, avec une application qui va permettre aux habitants de la métropole de se rendre compte de l'impact du soleil en termes d'énergie, de façon à inciter à aller sur la demande de ces aides. D'ici 2030, la métropole vise 35% d'énergie renouvelable sur son territoire. Et d'ici 5 ans, l'objectif de la métropole est de se doter de 35 000 mètres carrés de photovoltaïque. Les prochaines installations, la toiture de la déchetterie Jacquard ou la grange de la Tailla à Mélan. Quelques-uns des rendez-vous sportifs du week-end. On va enfin connaître l'épilogue de la saison régulière de Pro D2. Grenoble, qui a perdu sa première place, pourrait la reprendre à l'issue de la réception de Nevers vendredi à 21h au Stade des Alpes. Une grosse affiche à la Halle Clémenceau. La demi-finale du championnat de France élite de roller hockey oppose les Yetis de Grenoble aux Diables de Rethel, le leader incontesté de la discipline en France. Mais Grenoble compte bien lui prendre ce statut qu'on envoie de la série samedi à 19h. Chacun son moucherotte, 12, 24 ou 45 km, mais tous en pleine nature. Le trail du moucherotte vous attend tous, même les enfants, dimanche à Lens-en-Vercors. Nouveau départ, nouveau chemin, mais toujours des paysages et du dénivelé à couper le souffle. Il vous suivra jusqu'au bout de la route. 86 panneaux de 6 mètres de haut et 3,30 mètres de large, illustrés par Jacques Deloustal, ornent depuis quelques mois les bords des autoroutes en Isère, Drôme, Savoie et Haute-Savoie. Ne leur accordez qu'un regard si vous êtes au volant, mais prenez le temps de venir observer ce travail dans une expo qui vient de débuter au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. L'auteur de ces dessins est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Jacques Deloustal. Bonsoir. Vous préférez que je vous appelle Loustal ou Jacques ? Jacques. Jacques, très bien, Jacques. Vous avez donc ces panneaux, on vous connaît pour vos bandes dessinées, vos carnets de voyage, vos peintures et vos illustrations depuis la fin des années 70. Mais ça, c'est nouveau. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce projet qui, je le précise, est une commande des sociétés d'autoroutes APRR, AREA et ATMB ? C'est ça. Eh bien, en fait, un jour, moi, je prends très souvent l'autoroute, plutôt sur Paris-Lyon, et un jour, je tombe sur un panneau. C'était au début de la rénovation, de toute cette campagne de rénovation des panneaux, un panneau de mon ami Ted Benoît. Et alors, je le connaissais très bien, donc je dîne avec lui plus tard, et je lui dis, mais j'ai vu un de tes panneaux, qu'est-ce que c'est ? Il me dit, oui, il y a APRR qui recherche des dessinateurs, tout ça. Et puis, petit à petit, ça a été très long à se mettre en place, mais c'est par lui, finalement, que j'ai été présenté au staff de APRR. Et eux ont été intéressés par un certain type de dessin que je faisais dans mes carnets de voyage. Vous savez, ces dessins avec faits avec des pinceaux de calligraphie japonaise, comme ça, avec un dessin un trait assez épais, très lisible de loin. Et j'ai fait des essais. Et puis surtout, c'est à partir de ce moment-là qu'on m'a confié cette magnifique région que je ne connaissais pas tant que ça. Vous aviez fait un peu de ski de fond dans le Vercors ? Oui, un petit peu, oui. Mais alors le ski, zéro. Hein. J'ai jamais fait ça. Alors, non, mais c'est une question de mon père détestait la montagne. Il nous emmenait toujours au bord de la mer, même l'hiver. C'est vrai que vous avez beaucoup de dessins qui au bord de la mer. C'est plutôt maritime, donc c'est pour ça que c'était aussi
une vraie découverte, tous ces paysages. Et c'était un peu la même façon que quand on produit des carnets de voyage, c'est aussi la découverte, la surprise, la rencontre avec un paysage qui fait qu'on a envie de le représenter. Et justement, ces paysages, ces personnages, ces thématiques, c'est vous qui les avez choisis? Ah non, pas du tout, parce que ça, c'était le résultat de réunions auxquelles, heureusement, je n'avais pas assisté, où était décidé l'endroit où allait être installé le panneau. Ce qu'il fallait montrer, c'était un peu leur idée, c'était toujours la tour Eiffel de l'endroit traversé comme ça. Et donc, moi, j'arrivais à la fin, on me disait, voilà, il va falloir communiquer sur tel ou tel lieu, tel ou tel monument. Et on me donnait toute une série de photos, de documentation. Et après, c'était à moi de trouver la mise en scène, la composition graphique la plus adaptée pour qu'elle soit vue de loin, pour qu'elle donne une image qui, à mes yeux, avait un intérêt graphique. Et voilà. Parce que ces panneaux touristiques, ils ont été créés à l'origine, alors même avant les vôtres, pour réveiller un petit peu, sans qu'on y passe des heures évidemment, l'automobiliste qui ne soit pas dans la monotonie de son voyage et pour lui maintenir une attention. Oui, c'est ça. Ça s'appelle des panneaux d'animation culturelle et touristique. Et surtout, avec la monotonie du voyage en autoroute, comme ça, on voit pas toujours les lieux représentés sur les panneaux depuis la route. Donc, on se dit, là, on n'est pas loin de tel ou tel château, tel ou tel monument ou montagne. Et l'idée, c'est de quitter l'autoroute et d'aller rechercher ces monuments. Ouais, pour l'Isère, il y a quelques châteaux. Il y a aussi le Caldaire qui est devant le musée, on le voit à l'instant, mais aussi la Noix de Grenoble, le Saint-Marcellin, le Montéguy et j'en passe. Vous avez donc travaillé à partir de photos, vos croquis, vos esquisses, on les retrouve dans cette exposition. C'est intéressant de voir le cheminement. Ah oui, parce que tout ça, c'est ça se fait pas comme ça. C'est tout un cheminement, vous voyez. Au départ, on me donne de la documentation. Moi-même, je fouille un peu. Et après, je fais des tas de petits croquis, des compositions que je propose après, dans un premier temps. Et après, on affine. On dit, on va plutôt partir sur cette direction. Le dessin est précisé. Après, il est ancré. Après, il peut encore y avoir des changements. Un géologue qui passe par là et qui dit non, les rochers sont trop ronds, il faut qu'ils soient beaucoup plus aigus. Finalement, à la fin, tous ces dessins, c'était des fichiers numériques. Il y avait une partie faite à l'ordinateur, toute la couleur est faite à l'ordinateur. Et du coup, ça me permettait de modifier sans trop de problèmes toutes ces compositions graphiques. Alors justement, si je vous dis chocolat, noisette, bordeaux ou cajou, cachou même. J'ai longtemps vécu avec ça. Oui, parce qu'en fait, c'est une gamme de couleurs qui, moi, me convenait tout à fait parce que j'ai fait pas mal d'aquarelles en sépia, en sienne naturelle, ces couleurs très chaudes comme ça. Et en fait, elles ont été choisies parce que ce sont des couleurs qui n'apparaissent jamais dans la signalisation routière, vous voyez. Oui, parce qu'on a le bleu pour les autoroutes, le vert pour les nationales, le rouge pour les urgences, etc. Voilà. Et puis surtout, ce qu'ils voulaient, c'est avoir évidemment une homogénéité sur tous les panneaux du réseau, parce qu'on est 8 artistes à avoir travaillé là-dessus, chacun avec son secteur, en fait. Et pour moi, j'aimais bien parce que il y avait 4 couleurs possibles, dont le noir et le chocolat qui étaient obligatoires. Et donc il en restait 2, mais il y avait aussi des petites variantes, des pourcentages, des plus ou moins clairs des couleurs utilisées, ce qui permettait d'affiner les lumières, les volumes. Avec le blanc aussi, c'est important. Ah oui, le blanc, bien sûr. Ce travail fait aussi l'objet d'un livre que j'ai montré, que je remontre à l'instant, qui est écrit par Jean-Louis Roux aux éditions Glénat. C'est un critique d'art et du coup, il décrit un petit peu vos œuvres à la manière d'un critique d'art. Ça donne une autre dimension à votre travail aussi. Oui, tout à fait. Au début, à vrai dire, je pensais que ça serait une sorte de guide touristique qu'on me gardait dans la boîte à gants de sa voiture, mais pas du tout. Et le livre, il y a un très très beau papier, belle impression.
Est-ce que ça vous a donné envie de faire balader quelques-uns de vos personnages pour de prochaines aventures, cette aventure dans les Alpes et particulièrement en Isère? C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, parce que moi je n'écris pas mes propres histoires. Il y a des auteurs, mais peut-être que Tonino Benacquista pourrait venir faire une histoire en Isère. Ouais. Je lui demande. Vous pourrez le solliciter. Et vous êtes déjà venu en Isère il y a quelques années. Vous avez réalisé l'affiche de Jazz à Vienne, le célèbre festival de jazz qui aura lieu entre la fin juin et début juillet. On la voit. Oui, c'est ça. Actuellement. C'est ça. En fait, il y a eu un partenariat entre Angoulême et Jazz à Vienne où maintenant, depuis quelques temps, c'est toujours un dessinateur de bande dessinée qui les fait. Et quand j'étais venu d'ailleurs pour une exposition Glénat, une exposition collective, je pense sur Casanova ou je sais pas quoi, à la Fondation, c'est là où j'ai rencontré les gens d'Angoulême qui étaient venus et qui m'ont... Et en même temps, le directeur du festival, et j'ai fait ça. Et ça, c'est tout à fait deux univers qui se marient bien ensemble. Oui, et puis alors moi, le jazz, la musique, tout ça, c'est un de mes thèmes de prédilection. Donc j'étais très, très content. Ça m'a... De réaliser l'affiche de ce festival. Parce que j'avais fait déjà pas mal d'affiches de festivals de jazz à l'époque de la sortie de Barnet, La Note Bleue, où j'étais très sollicité dans ce genre de choses. En tout cas, on est content de compter votre œuvre parmi notre collection d'affiches de Jazz à Vienne qui sont toujours très sympas. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Et puis pour voir votre travail, je le rappelle, c'est l'expo au couvent Sainte-Cécile jusqu'au 27 septembre et le livre, je le remontre, aux éditions Glénat. Et puis bien sûr, à l'air libre, au bord des autoroutes des Alpes. Ouais. Merci. Je ne sais combien d'années. Ouais, j'espère que ça va durer longtemps. Dans l'agenda également, West Side Story, c'est la 18e production de la Fabrique Opéra du 16 au 20 mai, relâche le lundi. Artistes professionnels et amateurs montent sur la scène du Summum de Grenoble pour interpréter les Jets et les Sharks, les deux familles rivales de West Side Story, qui s'aiment et s'affrontent sur la musique de Leonard Bernstein et ici sur la mise en scène de Joanne Nu et Jérôme Robin et la direction musicale de Patrick Souillot. Moins familial, mais plus drôle, c'est la promesse de Benjamin Vallière qui présentera son spectacle Le sens caché des comptines à la Comédie de Grenoble vendredi soir. Assurément une autre approche que celle de Bruno Bettelheim dans sa Psychologie des contes de fées. Avec sa guitare, son synthé et sa voix, Benjamin Vallière vient interpréter et décortiquer 7 chansons parmi les plus connues du répertoire enfantin. Attendez-vous à des surprises. Aujourd'hui, dans Si on parlait, on part à la rencontre de Brahim Koutari, un comédien en plein envol, originaire d'Échirolles. Il s'exprime sur les planches, sur petit et grand écran. Le pays des possibles s'appelle le Minimistan, un lieu ouvert à tous, devenu incontournable à Grenoble. Sa cofondatrice Marine Pesanti nous raconte la philosophie de cet espace, à la fois unique et pluriel. Enfin, les murs se préparent à prendre une bonne dose de couleur. Pour la 11e fois, la grande fête du street art débarque le 28 mai, avec moins de moyens, mais toujours plus de folie créatrice. Son directeur Jérôme Katz nous dévoile les coulisses de cette édition. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo, en se quittant en musique avec Joe York, musicien en provenance de Bristol, qui sera en concert vendredi soir à la Bobine, dans le parc Paul Mistral à Grenoble. À la tête du label Rhythm Steady, il puise ses influences aussi bien dans la soul, le folk, le dub techno que la musique expérimentale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Sleep 'cause I'm